dans le YouTube, quand on va faire ça, le livre, on le parle de YouTube, pour vous voir, si vous voulez, lors de l'interview. Vous êtes d'accord? On verra après pour la photo peut-être. Très bien, très bien. Déjà avec Et donc en français alors? Oui. Le livre est en français. Oui. Le livre est en français. Les livres de ce sujet en hébreu sont tout à fait différents. Ce sont des livres très concrets dans lesquels on prend un problème, par exemple le problème de la pénurie en eau douce. Il y a un Américain qui a écrit un livre sur l'eau en Israël, c'est pas mal. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'Américains qui s'intéressent à ce qui se passe en Israël dans le domaine des eaux douces, mais aussi dans le domaine du désert. Il va falloir que tu parles plus fort, Ezra, parce que sinon, là, on va pas. Bon, ça va servir à rien. Je vais me rapprocher. Donc, quelle serait ta première question? Donc, la question, c'est Norbert qui la pose. Norbert, en parlant fort. Oui. Première question, puisqu'on vient de parler d'Israël, serait qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous trouvez comme solution avancée en Israël pour permettre de résoudre les problèmes, les conséquences du réchauffement climatique? Pour ce que j'en connais, je suis impressionné par la politique de l'eau en Israël, et notamment la réutilisation des eaux usées, et éventuellement le dessalement de l'eau de mer. Donc ce sont les deux choses que je connais bien. D'accord. Alors en ce qui concerne le reste, il y a un projet de la mer Rouge, toujours. Bon, je n'ai pas d'opinion à ce sujet. Il a commencé, hein. Il a commencé en 2018. Il a commencé en... Oui, mais ça fait très longtemps. Il y a même des tas de Français que je connais qui ont travaillé Il y a dessus. beaucoup de Français qui ont travaillé dessus, exactement. Bon, maintenant, Très bien. je suis réservé, je ne sais pas. Voilà. D'accord. D'accord. Vous êtes président d'Eden, et à ce titre, en fait, que pensez-vous de la situation de l'environnement en France? Question très large un peu, mais... Elle est médiocre, mais elle n'est pas désespérée. D'accord. Je ne sais pas s'il faut être très long ou pas, vous savez. Oui, oui. C'est très difficile. Est-ce Bon. que vous jugez bon pour être compris? C'est à vous de juger. Si vous comparez la situation de l'environnement en France à d'autres situations qui sont bien plus préoccupantes, la situation de l'environnement en France est relativement satisfaisante. Elle est relativement satisfaisante, voilà. Si vous comparez l'environnement en France à ce qu'il était il y a 40 ans, il y a des motifs d'inquiétude très sérieux. C'est-à-dire que les pouvoirs publics et la population française ne parvient pas à enrayer une espèce d'érosion permanente qui paraît presque irrésistible déjà et irréversible d'autre part. Bon, maintenant, il reste encore de la nature en France. Il y a encore une politique assez centralisée qui, parce qu'elle est centralisée, est relativement efficace. Et puis, il y a maintenant de plus en plus une prise de conscience des pouvoirs locaux, des communautés, des communes, qui se donnent du mal pour avoir des plans, qui font des efforts en matière d'environnement, à la fois urbains. Les centres-villes sont assez beaux maintenant en France, et il y a de plus en plus de travaux qui sont faits. Et puis, il y a des efforts de protection de la nature, mais qui ne sont pas maintenus sur le long terme. Une politique de l'eau qui est en train de se dégrader, etc. La situation de l'environnement comporte des tas d'éléments. Celui dont on parle principalement actuellement, c'est celui des dérèglements causés par le réchauffement climatique, mais en fait, elles viennent se combiner avec d'autres formes de dégradation de l'environnement, que sont toutes les pollutions, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient par la consommation, qu'elles soient par les produits qui entraînent par leur production ou par leur consommation des pollutions générales. Cette problématique des deux approches, des deux causes de la dégradation de l'environnement, comment les voyez-vous? Comment voyez-vous si on peut à partir de cette prise de conscience que l'une renforce l'autre, arriver à de meilleures solutions? Alors, il y a plusieurs dimensions aux politiques de l'environnement.
il y a des dimensions locales, des dimensions nationales, des dimensions continentales et des dimensions planétaires. Oui. Et donc, évidemment, il y a une synergie à la fin, parce qu'il n'y a qu'un écosystème mondial, c'est la biosphère, disons. Mais quand il s'agit de lutter contre, de prendre des mesures politiques, à ce moment-là, vous êtes obligé de faire la différence, parce que vous n'avez pas forcément le moyen d'intervenir à des niveaux qui sont largement hors d'échelle par rapport à votre propre pouvoir. Donc, je fais la différence personnellement en notant qu'il n'y a pas de gouvernance planétaire déjà. Oui. Le fait qu'il n'y ait pas de gouvernance planétaire pose beaucoup de problèmes pour les questions planétaires. Et donc elles sont laissées à la merci des nations qui pour la plupart s'en foutent, pour être simple. Bon. En revanche, les pollutions locales, celles-là, il y a en général une mobilisation populaire en général pour y mettre fin ou pour les réduire. Parce que la population sent bien les effets, notamment pour la santé. Donc il y a une espèce de conjonction, de mélange, alors qui est compliqué à gérer, entre la pollution qui atteint la nature, disons, et celle qui atteint la santé des êtres humains. Le précurseur de l'environnement en France, c'est l'hygiène. La politique de l'hygiène date de Napoléon ou d'avant, même. Donc, vous pouvez la faire remonter à des précurseurs très lointains. Et la grande difficulté pour les politiques de l'environnement, c'est précisément de lier les deux. Mon expérience m'a prouvé qu'il est très difficile de lutter contre les pollutions de l'écosystème au détriment de la santé humaine. C'est l'exemple du diesel. Le diesel envoie moins de gaz carbonique par kilométrage parcouru, mais il envoie des poussières qui peuvent être toxiques. Alors donc, à ce moment-là, la population n'admet pas la situation, finit par ne plus l'admettre. Voilà, c'est un exemple. Oui, c'est un très bon exemple. Au niveau de la gouvernance mondiale, on met souvent en avant les questions les solutions dites de bio-ingénierie. Oui. Pour vous, quelles sont les techniques et les méthodes que l'on pourrait englober sous cette rubrique de bio-ingénierie? Bon, alors d'abord, il y en a deux, si vous voulez, de manière générale. Il y a la capture du gaz carbonique, que j'approuve. J'essaye au contraire de stimuler les entreprises, les chimistes. C'est là que la chimie ou la photosynthèse artificielle ou autre pourrait jouer un très grand rôle. Et puis il y a de manière générale l'envoi de molécules soufrées dans l'atmosphère, qui celle-là est extrêmement dangereuse, mais qui risque d'être utilisée. D'accord. Dans une période de paroxystique, oui, par un État, ça coûte pas cher, c'est facile à faire. Et ça provoque des pluies acides, oui, et des très beaux couchers de soleil sans doute, mais bon voilà. Vous pensez que ça pourrait, un État pourrait prendre la décision comme ça, tout seul? Oui, c'est ce qui m'inquiète. Et c'est pourquoi je considère qu'il est très important que la communauté internationale organise le cadre juridique de cette initiative technique, si jamais elle devait être utilisée. Oui. Il y a des gens qui travaillent dessus, que je connais. Il y a des financiers qui financent. Bill Gates finance. Bill Gates finance. Bien sûr. Parce que si vous voulez, il y a des gens qui veulent devenir des sauveurs du monde. Des gens très riches qui veulent sauver le monde. C'est très dangereux. En même temps, c'est une inspiration généreuse. Il y en a un qui avait mis par exemple du fer dans l'océan pour accroître la productivité marine et des planctons, etc. Et il a demandé son avis à personne, il l'a fait. Bon, ça n'a pas marché. Mais j'imagine qu'un pays comme l'Inde, si sa production, si la récolte de riz était vraiment menacée, que la mousson n'arrivait pas ou je ne sais quoi, parce que ça commence à cuire, il serait tenté, parce qu'il a quand même une population extrêmement nombreuse qu'il faut nourrir, il serait tenté de faire ça. Et à ce moment-là, il pourrait entrer en conflit avec ses voisins qui, eux, n'en éprouvent pas la nécessité. Donc oui, c'est possible. Et donc, parce que c'est pas cher. Simplement, si vous faites ça, vous êtes à ce moment-là obligé de le faire tous les ans, parce qu'à ce moment-là, vous aurez une bouffée de chaleur terrible si vous ne le faites pas. Et bien entendu,
cette technique, pour ceux qui travaillent dessus, ne peut être utilisée que dans la perspective d'une diminution extrêmement rapide des émissions de gaz à effet de serre subséquentes. Parce qu'autrement, vous êtes foutus. Donc ça ne peut être qu'un palliatif provisoire, extrêmement dangereux à utiliser, très temporaire. Mais si ce n'est pas ce cadre-là, qu'est-ce que nous allons avoir? C'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et donc, si vous voulez, ça m'a frappé dans les négociations internationales qu'au départ, dans les années 90, nous nous sommes concentrés sur ce qu'on appelle la mitigation. Mitigation, l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et nous n'avons jamais envisagé l'adaptation dans les années 90 parce que nous avons pensé que nous partirions battus. D'accord. Et que c'était donc politiquement une erreur. Mais c'était une erreur de ne pas le faire dès le maintenant, parce que vous voyez bien qu'on n'y arrive pas, ou qu'on n'y arrive que très difficilement, et que l'adaptation devient pour beaucoup de pays, notamment les pays en développement, la question la plus importante et la plus difficile, parce que de toute manière c'est très difficile à financer. Parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, ou très peu. Et donc la question de l'adaptation devient centrale aujourd'hui. Elle est centrale pour beaucoup de pays. C'est ça qui les préoccupe. Quelle semence Une idée très intéressante que vous soulevez, l'adaptation. Mais oui, c'est au cœur du développement de cette. C'est absolument indispensable. On le voit bien aujourd'hui. Bon, mais ça n'empêche qu'il faut évidemment continuer à limiter les émissions. Mais pour l'instant, les États charbonniers ou autres se préoccupent de leur propre développement en disant après moi le déluge. Donc voilà. Ouais. Vous-même, vous effectuez au sein de votre institut une veille constante des technologies de bioingénierie qui vous semblent les plus oui, alors c'est pas au sein de mon institut, c'est moi-même, si vous voulez. Oui. Il y a beaucoup de petites choses passionnantes qui se passent. Ça va depuis... oui, enfin... il y a des gens qui font des petits murs, qui sortent le CO2. Le problème du CO2, c'est qu'il n'y en a pas assez, en fait. Il y en a trop pour la planète, il n'y en a pas assez pour sortir économiquement, pour le capturer, quoi. Donc c'est compliqué à faire, et donc ça coûte assez cher. Mais il y a des expériences, il y en a 4 ou 5 dans le monde, où ils y parviennent. Mais le problème, comme on dit en anglais, c'est « how do you scale it ?» Comment est-ce que vous le mettez à l'échelle de la planète? C'est ça le problème. Et j'avais rêvé il y a quelque temps qu'une industrie pouvait le faire, c'était l'industrie cimentière, parce que l'industrie cimentière, elle est quand même mondiale, il y en a partout, elle est très puissante. Jusqu'à présent, elle contribue au réchauffement parce qu'elle envoie beaucoup de CO2 avec la fabrication du ciment. Mais techniquement, si on trouve une façon de faire, elle pourrait au contraire créer des matériaux qui capturent le CO2 à la façon de la chaux. Alors la chaux, quand vous faites des fours à chaux, vous envoyez du CO2, mais ensuite la chaux, quand vous l'avez mise sur les bâtiments, elle capture le CO2 pour se durcir. Et donc je me suis dit, là il y a peut-être quelque chose, si on pouvait travailler avec les chimistes, au lieu qu'ils nous envoient des horribles choses dans l'environnement, s'ils pouvaient travailler à capturer le CO2 et à trouver des... Alors, et ça existe, il y en a. Il y a des molécules, des revêtements, des choses qui capturent le CO2. Mais ce n'est pas à l'échelle, c'est encore du laboratoire. De la même façon, il y a chez les botanistes, et ça c'est une question très importante, c'est jusqu'où acceptons-nous que la nature soit artificielle? Jusqu'où acceptons-nous pour sauver la planète et les humains, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, jusqu'où acceptons-nous de modifier la nature? Alors, donc c'est la question du nucléaire en France par exemple, c'est quand même, on met un peu de radioactivité dans tout ça quand même, ou c'est la question de l'ingénierie génétique, et notamment des plantes en C4. Je suppose que vous savez tous ce que c'est, les plantes en C4 ou C3. Les plantes en C3, c'est la majorité, c'est tous les arbres, mais les plantes en C4, c'est quand même presque 70% de la biomasse terrestre, parce que c'est vachement plus productif. Ça capture le CO2, ça ne gaspille pas, ça ne respire pas, enfin, ça n'envoie pas d'oxygène. Et il y a des gens qui travaillent à essayer de transformer le riz en plante en C4 alors qu'elle est en C3. Bon, vrai, etc. Donc il y a des tas de choses comme ça, si vous voulez, qui sont au niveau du labo tout à fait passionnantes. Et quand on se dit, mais c'est fantastique, mais malheureusement, pour l'instant, ça reste au niveau du labo. Ça pourrait se développer. Oui, il y a une approche qui est testée actuellement à l'échelle industrielle au niveau des prototypes pour démontrer que c'est faisable et rentable. C'est la capture
des gaz d'échappement des centrales thermiques Oui. par des algues, lesquelles algues derrière sont transformées en biocarburants. Oui, oui, tout est possible. Ça semble être une approche intéressante aujourd'hui. Mais il y a plusieurs procédés de capture du CO2 qui ne fonctionnent que là où il y a des industries. Et que le CO2, il y a beaucoup de CO2. Et donc là, ça vaut le coup, quoi. Ça n'est pas la CO2 diffus, quoi. Non. Oui, en effet, j'en connais aussi, des gens qui font ça. Alors, les algues, c'est intéressant au sens où ça ne demande pas d'énergie, elles fonctionnent toutes seules, quoi. Oui. Mais il y en a d'autres qui réclament de l'énergie et qui transforment aussi le CO2. Disons que l'idée générale, c'est la chimie du carbone. On le fait à partir du CO2 au lieu de partir des hydrocarbures fossiles. Alors oui, il y a déjà, moi j'ai été visiter une usine en Islande, elle transforme le CO2 en méthanol. Et comme il y a de l'énergie décarbonée, puisqu'il y a plein de volcans, enfin de géothermie, bon, ils le font, etc. Le nucléaire peut le faire. Oui. Donc c'est l'intérêt du nucléaire. Alors, bon, etc. Bon. Vous avez émis ou rédigé quelque chose sur cette distinction qu'il y a entre le CO2 diffus, le CO2 en sortie d'usine et les différentes technologies qu'il y aurait, soit pour le capter, soit... Alors moi je n'ai rien publié, non, je Mais, m'intéresse à vous tout ça, avez- c'est tout, quoi. Oui, vous regardez... Non, c'est à vous de faire ça. on s'y Ou emploie. que le CO2 soit diffusé par quelque chose, et ça peut être des usines, ça peut être... Non, non, Oui, c'est oui. intéressant, cette Mais à distinction. l'échelle mondiale, le problème numéro un, c'est le charbon, d'accord? C'est la production d'électricité par le charbon. Donc là, vous pouvez faire ça. Bien sûr. Vous pouvez le faire, mais simplement, il faut le faire déjà. Et on a quand même derrière nous, ou à côté de nous, un échec qui est celui du stockage, capture-stockage du CO2. Le charbon propre, il y a eu toute une initiative aux États-Unis qui s'appelle Clean Coal. Bon, ça n'a quand même pas marché. Et ça n'a pas marché pour des tas de raisons que l'on peut expliquer. Mais moi, je dis toujours, mais vous voulez mettre le CO2 sous la terre, vous allez en réalité stocker l'oxygène. Parce que dans la molécule de CO2, vous avez quand même 2 oxygènes pour 1 carbone. Et finalement, vous allez dépenser beaucoup d'argent pour aller foutre de l'oxygène sous terre. C'est pas extraordinairement malin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment marché. Ensuite, où est-ce qu'on met les centrales à charbon? Est-ce qu'on les met là où on peut stocker le CO2, au-dessus de l'endroit géologiquement adéquat? À ce moment-là, il faut des lignes électriques très longues pour aller amener le courant. Ou est-ce qu'il faut au contraire mettre les centrales là où il y a la consommation? Parce que l'électricité, on perd beaucoup sur les transports. Mais à ce moment-là, il faut des pipelines pour amener le CO2 ailleurs. Enfin, en fait, il fallait quasiment refaire complètement l'industrie pétrolière. L'utilisation du charbon dans les centrales. Oui, enfin, c'était un truc dingue, quoi. Oui, bien sûr. Bon, donc ça ne s'est pas fait. Pour l'instant, il y a 2 ou 3 expériences, mais bon, voilà. Et puis les gens ont peur. Vous allez stocker à côté de chez vous. Regardez ce qui s'est passé au Cameroun avec le CO2 qui est sorti, cette grosse bulle de CO2 qui est sortie du lac, là, et je ne sais pas combien de morts, etc. Tout ça, ce sont des trucs, c'est bien sur le papier, c'est très difficile ensuite à faire. Et il vaudrait mieux se passer de charbon. Oui, c'est ça qui semble, à mon avis, Ouais, c'est le plus simple, le plus simple. parce que c'est le principal coupable. Le deuxième, c'est la déforestation. Donc il faudrait arrêter de couper trop d'arbres, quoi. Enfin, de les faire brûler surtout. Et de planter beaucoup d'arbres. Et planter beaucoup d'arbres. Ça ne peut pas faire de mal de planter des arbres. Mais à tout point de vue, à Oui. tout. Ah oui, absolument. Ben, regardez. Alors en Chine, c'est impressionnant, hein. Oui. Ils en mettent des millions, quoi. Et ils continuent à mobiliser. J'ai vu ça, les émissions de télé. En Inde aussi, monsieur. Alors en Inde, j'ai pas vu à ce Ils point-là. font des efforts gigantesques. Bon. Oui, ils font des efforts. C'est bien, parce que c'est très très important. Bien sûr. Oui, et puis il y a même des pays auxquels on ne s'attend pas tellement par rapport à ça. L'Algérie. L'Algérie est un L'Algérie fait quelque chose exemple. d'extraordinaire. Ah bah tant mieux. Le Sénégal aussi commence à faire vraiment... Ça fait leur barrière verte, là. Voilà, C'est ça, oui. Parce qu'ils n'ont pas eu d'appui, donc ils le Et font puis tout il y a un seuls. certain nombre de pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale plutôt, qui aussi ont commencé à faire des campagnes nationales de plantation d'arbres. C'est quelque chose qui semble se développer pas Oui, mal. oui, oui, et puis il y a beaucoup d'initiatives militantes, si je puis dire. Oui, beaucoup Oui, d'initiatives. tout à fait. Et il y a aussi ce qu'ils appellent la compensation, donc il y a des gens qui financent la plantation d'arbres pour se donner une conscience, quoi. Voilà, exactement. Oui, mais dans ce cas-là, il faut vérifier quels arbres on plante.
Ah ben ça, de toute manière, il vaudrait mieux faire attention aux apprenants. Enfin, bon. Allez, juste Non, parce que la dire conversation, je que- parle qu'il y a des fois, on fait quelque chose qui est une Oui, une bêtise. ou une manipulation. Mais vous savez ce que c'est, moi j'avais toujours expliqué que les traités internationaux sur l'environnement découpent la nature en tranches et font des grosses erreurs. Alors ce qui fait qu'une des manières les plus efficaces de lutter contre le réchauffement climatique, ça s'est fait en quelque sorte par hasard, puisque c'était pour lutter contre la destruction de la couche d'ozone. Donc on a supprimé les chlorofluorocarbures qui mettaient en danger la couche d'ozone et les a remplacés par des fluorocarbones qui eux ne détruisent pas la couche d'ozone mais qui sont super réchauffants. Alors quand on leur a dit, on dit ah, mais c'est pas nous, c'est pas la même convention, c'est l'autre convention, c'est la porte d'à côté, allez frapper à la porte d'à côté. Laquelle porte d'à côté plante des eucalyptus Bien par entendu. millions et du coup les gens qui s'occupent de biodiversité disent enfin vous êtes dingue, tous ces eucalyptus ça va tout stériliser. Ah, c'est la troisième convention, etc. Donc il y a toujours cette grande difficulté, il n'y a pas d'organisme de l'environnement mondial. Il n'y a pas de Il n'y a pas de boss mondial. Il n'y a pas de chief scientist à l'ONU. Il n'y a pas tout ça. Donc Un chief scientist, il n'y a pas de Et chief il scientist. n'y a même pas de gouvernance au niveau de des pays eux-mêmes, même ceux qui veulent faire quelque chose d'important. Alors moi j'avais proposé que chaque gouvernement crée un ministre des affaires globales ou des affaires planétaires. Et parce que le ministre des Affaires étrangères ne s'occupe que des intérêts du pays Bien sur sûr. la scène internationale. Il ne s'occupe pas de la planète ni des générations futures. Et donc il fallait créer un embryon de quelque chose qui au moins discute de ça. Parce que les politiques nationales de l'environnement, même si vous n'avez pas de charbon chez vous, vous êtes quand même obligé d'avoir dans votre politique nationale un petit chapitre planétaire. Ma contribution au problème planétaire. Et donc c'est pas toujours facile. Non, pas ça. Parce que là, vous avez éventuellement une contradiction entre les objectifs nationaux et la Ceux qui politique sont, bien sûr, planétaire. bien sûr. C'est ça qui est très Il faut difficile. chercher quelque chose qui soit cohérent, les deux Et compatibles. voilà, gagnant-gagnant, il faudrait mieux Voilà. trouver quelque Oui, chose. oui, c'est Alors ça, c'est un truc pour les gouvernements, quoi. Ouais. Je me suis un peu perdu là, non, je sais plus. C'est pas grave. Non, mais ce que vous disiez sur la déforestation est intéressant parce que effectivement il y a des initiatives Alors massives. moi j'ai une autour de idée en cette plus thématique. que j'estime être excellente, mais je suis le seul à la trouver excellente. Oui. Dites. L'aviation, comme vous le savez, l'aviation internationale n'est pas comprise dans les accords sur le climat, parce que les accords sur le climat ne s'intéressent qu'à ce qui se passe sur le territoire national. Dès que c'est un bateau ou un avion qui passe d'un pays à l'autre, c'est trop compliqué. Donc on s'en occupe pas. Mais heureusement, dans l'aviation civile internationale, il y a des gens qui ont une conscience écologique. Si vous voulez, il y avait un gars du VVF qui a beaucoup travaillé dans le IATA. IATA, c'est leur Ouais. Et ils ont dit, bon, ben, ils se sont mis d'accord, ils ont décidé qu'à partir de 2020, ils allaient compenser. Parce que pour l'instant, ils sont obligés de passer au kérosène, il n'y a rien d'autre. Alors peut-être plus tard l'hydrogène, peut-être l'électricité, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, comme un avion, ça dure 30 ans quand même, et donc ils construisent des avions, ils marchent au pétrole, enfin au kérosène, donc aucun moyen Alors il y a des tas de petites techniques, hein. Les avions, on peut mettre des hybrides pour rouler, on peut avoir des meilleurs plans de vol, on peut avoir des aéroports impeccable, tout ce que vous voulez. Et ça marche pas mal. C'est une belle industrie, l'aviation. Donc on va compenser à partir de 2020. Alors la Chine a dit un peu plus tard, parce que je suis un pays en voie de développement, enfin je passe les détails. Et comment est-ce qu'ils vont compenser? Et alors moi, ma proposition, je suis allé à l'OACI, parce que l'OACI a endossé, a accepté, a confirmé cet accord, donc c'est devenu quelque chose d'intergouvernemental, mais on ne sait pas comment compenser. Alors chacun a sa petite idée. Alors il y en a un qui va mettre de l'huile de friture, ça fera peut-être au moins 3 vols, hein, pas plus. Il y en a l'autre qui va mettre sur enfin, et ça coûte cher pour chaque compagnie aérienne de trouver, il y a des coûts de transaction, comme on dit, comment on fait, comment je vais vérifier, etc. Donc moi j'avais proposé, voilà, il faut un traité international entre la forêt tropicale et l'aviation. Et donc il faut que l'aviation, toute l'aviation, Subvention à la fiscale. exactement, paye la protection de la forêt ou la replantation. Bonne idée. Etc. Oui, pour moi c'était très bien. Pourquoi? Parce que c'était à l'échelle. Bien sûr. Parce que l'aviation, c'est 3% des émissions. La forêt, c'est 15%, si vous voulez, de la déforestation. Elle risque de se perdre. Et elle reste- Or, c'est très très difficile à financer la forêt. Oui, bien sûr. D'abord, je passe sur la gouvernance.
Et donc il fallait se mettre d'accord avec RED, Reduced Emissions from Deforestation. Donc en principe, l'État forestier garantit que, en effet, la déforestation a été arrêtée à cet endroit-là. Et l'UNFCCC garantit aussi, donc il y a une double garantie. Donc c'est pas à l'aviation de prouver. C'est, excusez-moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit, et je paye à REDD, et je passe par la Banque mondiale, éventuellement, pour aider aux transactions. Alors tout le monde était d'accord du côté de l'aviation, j'ai trouvé ça très bien. En revanche, ce que j'ai expliqué aux gens, c'est qu'il fallait qu'il y ait une intervention politique, parce qu'il faut créer l'organisme forestier, qui est l'interlocuteur. Donc il fallait créer l'OPEP de la forêt, ou je ne sais pas comment l'appeler. Alors là, il fallait que moi j'étais plus ministre, j'étais pas ambassadeur, c'était une idée perso comme ça, quoi. Donc il fallait qu'un pays offre sa diplomatie pour ça, quoi. À y voir. Alors le Brésil, j'étais contre le Brésil, d'ailleurs finalement l'affirmation me paraît. Mais j'étais surtout contre parce que le Brésil veut toujours avoir raison et c'est un belé, comme on dit en anglais. Ils oppriment les autres, quoi, en quelque sorte, en disant mais s'il y a de l'argent qui va à la forêt, je prendrai 100% de la forêt, ce sera pour moi, parce que chez moi c'est mieux géré, etc. Donc j'étais pour que ça parte de l'Afrique. Alors pour partir de l'Afrique, c'est compliqué, parce que là, pour l'Afrique, à la moins déforester, donne des moyens, quoi. En revanche, il faut trouver un chef d'État qui soit à peu près convenable pour prendre la tête du truc, c'était pas évident. Enfin, la France aurait pu le faire, voilà, ou le Royaume-Uni, parce que le Commonwealth, les pays qui parlent anglais. Voilà, donc ça reste, à mon avis, c'est toujours pertinent. Mais ça n'a pas été mis en place. Alors, ce que vous voulez, maintenant, Airbus, Air France, tous ces Air Canada, ils étaient tous d'accord avec moi. Je sais très bien, l'OAC était d'accord. Mais alors, d'où est-il ? Il manque un chef d'État. Il manque une organisation. Il manque l'organisation de la forêt, c'est-à-dire qu'il manque l'effort diplomatique pour constituer cette organisation de la forêt. C'est politique, il faut que ce soit un chef d'État qui dise, je fais une conférence. Ça dépasse largement le problème de l'aviation, parce que le problème de la forestation, c'est un des problèmes clés. Oui, bien sûr. Et donc, qu'il y ait un organisme international qui prenne en charge ce problème, c'est important. Oui, bien sûr, mais il fallait du pognon. Pour toutes choses. Toujours la même histoire. Donc, avec l'aviation, oui, il y avait des financements. Il y avait quelque chose de garanti, prévisible, predictable. Ah, là, c'est vachement important. Il y avait un démarrage. Il y a un démarrage, et donc du coup, on pouvait aller localement en disant, mais là, il y a eu de la déforestation, c'est parce que vous n'avez pas payé éventuellement des fertilisants aux agriculteurs pour qu'ils restent, qu'ils cessent d'entrer, de faire du slash and burn, etc., machin, tout ça. Bon, enfin bref. Je suis chaud, si vous voulez, j'ai commencé, mais c'est très compliqué. Oui, continuez parce que ça vaut la peine. En plus, il faut que je paye les voyages en avion, discuter, la barbe. Pour moi-même, oui. Bien sûr, non, mais j'ai bien compris. C'est une limite, mais on est quand même. Il y a une limite. Une limite à tout ce qu'on peut faire. Ouais. Non, mais donc, pourquoi ça m'intéresse ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, enfin moi, je ne veux pas me jeter des fleurs, qui est une expérience, si vous voulez, globale, comme ça, qui pense planétaire. Il n'y en a pas beaucoup. Mais je voudrais quand même vous dire quelque chose. Vous savez, je suis maître de conférence dans un institut universitaire qui reçoit énormément d'Africains. Ils sont très sensibles à ce problème, vous savez. Ah, je comprends bien. C'est-à-dire que, à mon avis, chercher en Afrique quelque chose. Oui. Avec un soutien international, peut-être de la France. Bien sûr, mais moi je pensais à Sassou Nguesso ou au Gabonais, là. Ah oui, le Gabonais, oui. Il est malade, le Gabonais. Ah bon, oui, mais voilà. Alors, ou Kabila, mais c'est compliqué, mais Kabila, au moins, il a décidé de ne pas se représenter. Donc, au moins, les gens vont dire, ah ben voilà, quand même un qui est à peu près correct. Le Sénégal. Alors, il y a Macky Sall, mais il n'y a pas beaucoup de forêt, si vous voulez. Oui, tropicale. Mais il y a quand même quelqu'un qui cherche à faire quelque chose. Oui, il y a de la mangrove, il y a tout. Oui, peut-être Macky Sall. Mais c'était mieux. Le Sénégal cherche vraiment. C'était mieux le bassin du Congo. Oui, parce que moi j'ai vu ce que fait le Sénégal par exemple pour arrêter l'évolution du Sahara vers le Sahel. Oui. C'est intéressant. Non, mais j'aime bien Macky Sall. Moi je l'ai rencontré quand il avait été. Je voulais l'emmener à Rio +20. Donc je suis allé le voir. Il venait d'être élu. Ouais, c'est bien. Mais son problème principal, mais c'est une très bonne idée quand même. Hein. Ça, je tiens à le dire. Ah ouais. C'est une très très bonne idée. Et c'est une idée importante parce que très riche. Parce que pour moi, les problèmes de déforestation sont plus importants que la transition climatique. Parce qu'ils sont au cœur des problèmes d'humanité. Merci. Ouais, elle est pratique, hein. Elle vous sauve.
C'est très important, le problème des déforestation. Et en plus, ça peut capter énormément de gaz carbonique. Ah oui, c'est sûr. Non, mais en plus, non seulement ça, mais pour l'eau. Enfin, Oui, mais ça apporte des tas d'avantages sur des tas de domaines, bien sûr. sur l'environnement en général, pas simplement sur la partie réchauffement climatique et ses conséquences. Oui, absolument. C'est de toute manière impeccable. En plus, maintenant, on fait de plus en plus de culture sous arbre. Oui, bien sûr. Comment ça s'appelle? Arboriculture, c'est ça? Non, Non, c'est pas l'arboriculture, c'est quelque chose. Enfin, on fait du café, du machin, des tas de trucs en dessous des arbres, Bien sous sûr. le couvert de l'arbre. Oui. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais enfin, bref. Donc voilà. Alors, donc ça, c'est la gouvernance mondiale. Donc voilà, c'est ce qui manque. Bon, et à part ça, si vous voulez, il y avait d'autres possibilités. Mais ça aussi, c'est un très gros effort. Vous pourriez monter une alliance mondiale gazière pour proposer aux pays de remplacer leurs centrales à charbon par des centrales au gaz naturel. Enfin, des turbines qui sont d'un meilleur rendement. Mais ça suppose aussi un énorme effort diplomatique parce que quels sont les pays gaziers? C'est l'Iran, le Qatar, les États-Unis, la Russie. Alors c'était magnifique parce que c'était aussi... leur politique. Il y avait un obstacle, énorme, parce qu'ils s'engueulent, ils veulent vendre leur gaz à la place de l'autre. C'est très difficile. Oui, mais en même temps c'était un truc pacifique. Bien sûr. C'était magnifique et tout ce genre d'initiative, Mais c'est c'est dommage. pas que ce soit intéressant pour les États-Unis de faire ça, qui veulent placer leur gaz partout. Bah, bien sûr, bien sûr. leur gaz liquéfié partout. Ah, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'ils emmerdent l'Iran, à mon avis, largement À cause du gaz liquéfié. Oui, à cause du gaz. Bon, enfin bon, bref. Ouais, c'est pas grave. Pas grave. Non, mais si vous voulez, ça c'est pour plus tard. Si la Terre était... Ah, si nous étions tous... Non, il y aura des initiatives qui vont être prises, mais on ne sait pas par où et comment. Oui. Bon. Donc, si vous voulez, ça c'est l'analyse selon laquelle le principal responsable du changement climatique, le copain numéro 1, c'est la production d'électricité par le charbon. Voilà. Donc ça, c'est à ce moment-là, donc on cible sur cet ennemi-là, le charbon, et comment fait-on? Bon, voilà. Bon, enfin, ça c'est une autre discussion. Tu veux poser d'autres questions? Non, là on a fait à peu près le tour de ce que moi j'avais prévu. Mais je veux vous dire quelque chose qui peut vous donner des idées. Allons-y. Alors, non, mais c'est une chose vraiment que, étant donné que c'est de ma spécialité, ça m'intéresse. Nous avons eu un problème qui est celui qu'il y a eu des rivières qui ont été polluées pendant très longtemps par de la pollution industrielle. On a arrêté la pollution industrielle. L'eau était propre, du point de vue de pollution. Mais de temps en temps, il y a des courants qui ont amené de la vase qui est montée, qui a repollué. Et cette vase est très difficile à dépolluer parce qu'elle est très très concentrée. Et on a créé ce qu'on appelle des bassins écologiques. Qu'est-ce que c'est que ces bassins écologiques? Ce sont des bassins dans lesquels vous avez à peu près 80 cm de profondeur. Il y en a des tas en Israël. Le bassin de décantation? Non, pas du tout, pas décantation. On y met des poissons-chats. Des poissons-chats? Oui, des poissons-chats. C'est très résistant ça. Oui, c'est pas seulement ça, mais c'est très apprécié par les oiseaux migrateurs qui passent. Ils sont très nombreux et qui viennent prendre les poissons de l'élevage des poissons des villages. Et dans ces bassins, on met de la vase. Et étant donné qu'il y a une photosynthèse, la vase est progressivement traitée. Ah oui, d'accord. Bien, et bien entendu, il y a une végétation aquatique extrêmement riche. Et une fois C'est elle qui va prendre des métaux. Voilà. Et une fois qu'on a créé ces bassins, on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer des centres touristiques pour la population? Et on a créé autour des forêts. D'accord? Et sur le plan du captage de gaz carbonique, je trouve ça très très bien, parce que ça a permis non seulement de résoudre un problème de pollution, mais ça a permis de résoudre un problème aussi de justifier un développement de nouvelles plantations. Ça s'est développé considérablement. Vous savez, partout où vous avez ce genre de bassin écologique. C'est facile à faire parce que c'est pas profond. Simplement, il faut que ça soit étanche, bien entendu. Parce que l'eau est polluée. Et il ne faut surtout pas polluer les nappes. Très bien. Voilà. Non, je vous dis ça parce que j'ai vu que vous cherchez des idées. Oui, bien sûr, si vous voulez,
Moi, votre idée de l'aviation, je la trouve sensationnelle. Ouais, alors donc c'est une idée politique ça. Alors l'idée, ce que vous me dites me fait penser à l'ingénierie écologique, c'est-à-dire à cette espèce de nouvelle étape dans la connaissance. Il faut multiplier la recherche, disons, de solutions nouvelles. Bien sûr, bien sûr. Moi j'avais commencé ça j'avais appris ça en 1986, je crois. Il y a eu un accident à l'usine Sandoz de Bâle. De Bâle. Oui. Et donc, Sandoz, c'est des grandes usines, ça. Ouais, chimique. Oui, bien sûr, oui. Elle avait brûlé. Elle avait brûlé et les pompiers avaient arrosé pour éteindre l'incendie. Et toute l'eau des pompiers s'est chargée de toutes ces saloperies. Bien sûr. Et avait été tombée dans le Rhin. Aïe, aïe, aïe. Oui, alors l'onde toxique s'est cassée jusqu'à l'embouchure en tuant tout sur son passage. Ouais. Et donc moi je me souviens à C'est l'époque. horrible, ça. Oui. Maintenant ça va mieux. Donc, Heureusement. la nature se Ouais, renouvelle. Et moi, je me souviens, le ministre de l'époque m'avait demandé d'aller évaluer les dégâts et de savoir comment on pouvait faire pour compenser. Je me souviens de ça parce que les anguilles qui avaient 6 ans, il fallait attendre 6 ans. Donc et donc l'astuce a consisté à réensauvager le Rhin. Donc c'était de l'ingénierie écologique. C'est-à-dire que le Rhin, pendant très longtemps, le Rhin, C'est la même inspiration. on s'est surtout engueulé entre Allemands et Français pour savoir qui va payer. qui va avoir le canal, qui va avoir les centrales hydroélectriques, etc., etc. Et on ne s'était pas occupé de la richesse de la nature, quoi. Et là, j'ai travaillé avec des tas d'écolos du coin, notamment un gars qui s'appelle Carbiener, il est mort, il est délicieux. Et donc on a créé des diverticules, des nurseries, on a réensauvagé le Rhin pour que ça aille plus vite, pour qu'ensuite on compense de cette manière-là et sans dose à payer. Et donc je me souviens très bien de cette leçon-là, quoi. Oui, justement. On peut faire ça. On peut faire des choses comme ça. La Mais on nature peut n'est les pas faire totalement sacrée, le tout c'est de comprendre comment ça fonctionne Bien sûr, et on peut au contraire... Exactement. C'est ça l'ingénierie, d'ailleurs. Exactement. Comprendre comment ça fonctionne pour constituer Exactement. les équilibres. Voilà, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant, comme disait M. Bacon. C'est ce qui s'est passé en Israël quand il y a eu les très gros incendies de forêt, où ils ont fait appel à la Société pour la protection de la nature pour savoir comment on va aller faire régénérer la forêt. Il ne fallait pas replanter, mais il fallait régénérer la forêt. Et ils ont appliqué les méthodes et ça a été d'une rapidité incroyable et avec une très grande diversité sur la biodiversité des espèces, alors que quand on plantait, c'était de la monoculture très souvent, ce qui était très dangereux. Oui, c'est passionnant, hein, tout ça. Ouais. Mais ce sont les espèces adaptées localement à l'environnement. Bien sûr. Et ça, c'est très encourageant quand on voit ce C'est ce qu'ont genre fait les Algériens. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. Et ils l'ont fait très tôt. Ils l'ont fait juste après l'indépendance. Parce qu'ils ont voulu arrêter le désert et ils n'ont pas disons, importé des arbres. Ils ont cherché les espèces les plus adaptées qui existaient avant la guerre. Parce qu'en fait, les solutions, c'était la guerre. Et donc, c'est très très fort, parce qu'ils sont arrivés très vite à développer leur... Alors, je ne connais pas bien. Non, mais non, parce que si vous voulez, ça conforte... Oui, en revanche, je sais que nous Français, nous avons fait venir des cèdres de l'Atlas, du Mont Ventoux. Les cèdres de l'Atlas. Ouais. Du Maroc, alors, c'est ça de l'Algérie, je ne sais pas très bien d'où, peut-être du Maroc. Oui, l'Atlas. Et la cédrée du Mont Ventoux est une des plus belles, c'est absolument magnifique. Et ça résiste aux incendies, parce que ça couvre bien, quoi, le sol, etc. Nous, on connaît les cèdres du Liban. Alors, le cèdre, j'arrive de Beyrouth, là, j'étais à Beyrouth, ça repart doucement. Oui, ils ont des problèmes. Oui. Question Norbert, Israël fait appel à la SPNI pour les incendies qui ont détruit le Negev occidental. Oui. Le KKL qui est en charge du projet de réhabilitation aujourd'hui collabore avec la SPNI effectivement. Ah oui, oui. Ah, depuis l'incendie du Carmel. Ok. Depuis ce temps-là, depuis l'incendie du Carmel, la SPNI et le KKL travaillent ensemble. Ça c'est intéressant. Oui. Ça. Tout à fait. Ok. Parce que je voulais écrire un article justement pour la revue et je cherchais un angle. Alors je voulais quand même dire quelque chose qui peut-être vous intéresser, parce que vous êtes très centré
j'ai entendu tout votre discours sur des approches planétaires. Vous cherchez à être conscient qu'il y a un problème au niveau planétaire, un problème un peu aussi. Et donc, on a pris le problème très très différent. Et Dans votre livre. c'est ça, non mais je vous explique parce que ça peut vous donner des idées. L'État a une politique à remplacer le pétrole et le charbon par le gaz le plus vite possible. Quel État? L'État Israël. D'accord. Et donc, Il va y avoir du gaz domestique, si j'ose dire. voilà, exactement. Donc, si vous voulez, en 1922, plus de charbon, plus de pétrole. Même l'essence va être remplacée par du gaz liquéfié. D'accord. Bien. Mais les entreprises, les start-up, les organisations régionales ont une autre politique. C'est la transition énergétique vers le solaire. Dans le solaire, oui. Oui. Et donc, eux, ils ne s'intéressent pas tellement à ce que fait l'État. L'État il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il a en tête, c'est bien, c'est pas plus mal, mais ce qu'ils font, ils prennent l'initiative. Par exemple, vous avez une région qui a décidé d'être à 100% dépendante de l'énergie électrique de l'État et qui a fait du solaire partout. Actuellement, elle est 70%. Vous avez des entreprises qui vont chercher des solutions tout à fait différentes et qui essaient de les vendre dans le monde entier. Donc ce que je veux dire par là, c'est que... Un café au lait, moi. Café au lait. Crème, quoi. Mais il arrive à point. Vous prenez pas un croissant? Voilà, merci. Bon. Et donc ce que je voulais dire simplement, c'est que en parallèle à l'action planétaire, toute, d'après l'expérience que j'ai pu avoir, et ce que je vais regarder, c'est toute action de stimulation des initiatives, qu'elles soient des entreprises, qu'elles soient des start-up, qu'elles soient des organisations, est quelque chose qu'il faut encourager. Oui. J'entends bien. Comment fait-on ça? Ah, c'est ça, c'était réussi. Je donne cet exemple, c'est que j'ai donc participé souvent aux négociations, et puis j'en avais assez que l'on ne demande jamais aux entreprises leur avis, quoi. Et donc j'avais organisé quelque chose qui s'appelait le Business and Climate Summit. Oui, très très bien d'ailleurs, très intéressant. Ça avait bien marché. Maintenant, évidemment, les entreprises, tout le monde, elles sont devenues un acteur reconnu, si vous voulez. Et quel a été le premier message des entreprises au gouvernement? C'était mettez un prix au carbone. Alors mettez un prix au carbone, c'est taxé, quoi. Hein. Ça veut dire que quand vous mettez des papiers gras, vous pouvez avoir une amende, mais quand vous envoyez du CO2 qui va mettre le désordre partout, il n'y a pas d'amende. Il y a même quelquefois des subventions. Alors en plus, c'est longtemps. Bon, et donc, c'est pas si simple. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France, le prix du carburant. Donc c'est pas si simple. Mais les entreprises, donc, elles avaient dit, si vous ne faites pas des choses comme ça, comment voulez-vous que nous, on investisse dans le solaire ou dans... Il faut qu'il y ait un retour. Exactement, il faut qu'il y ait un retour, il faut qu'il y ait une politique aussi, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Et qui puisse stimuler économiquement l'initiative. Du coup, L'entreprise cherche à faire quelque chose de rentable, c'est évident. exactement. Ou en tous les cas, ne pas perdre d'argent. Bien entendu, c'est normal. Bah oui, c'est normal. Et c'est son rôle. Et donc si l'État ne fait pas l'environnement adapté, Voilà. ben, il en porte la responsabilité quand même. Voilà, exactement. Donc il y a un environnement favorable aux initiatives qu'il faut mettre en place. Voilà, donc ça c'est certain. Alors maintenant, l'histoire du gaz et du solaire. Évidemment, le gaz, c'est mieux que le charbon, mais c'est pas parfait. Non. Parce que Mais c'est une première étape. voilà, c'est une première étape. Mais attention, il faut que ce soit une étape, parce que si ça, on s'installe là-dedans, Mais Non, mais c'est pour ça que c'est une étape où on peut aller vite avec des investissements qui sont bien connus. oui, mais ça coûte cher aussi. Hein. Oui, Une fois que relativement. le problème, c'est du lock-in, Oui, verrouillé. oui. Vous avez construit des infrastructures qui coûtent très cher et vous êtes verrouillé après dedans parce que vous êtes prisonnier de ce que vous avez fait. Oui, tout à Donc fait. il faudra pas faire ça. Moi, je vois ça en France. Le gaz, il n'est pas du tout content quand il préfère stopper l'électricité, si vous voulez. Or, de mon point de vue, à moi, Eden ou autre, l'électricité, c'est sans doute le meilleur vecteur de la transition. Oui. À condition qu'elle ne soit pas produite par du charbon, bien entendu. Mais parce que c'est magnifique, cette électricité, elle est propre, elle se transporte partout et elle transporte non seulement l'énergie, mais l'information. Donc sûr. elle se prête au Et essentiel. digital et tout ça. Un vecteur essentiel. Oui, et donc il faut donc augmenter la part de l'électricité finale. On est à 25% en France, on voudrait passer à 50%. Mais le gaz résiste. Le gaz dit ah non, c'est pas juste, etc. Donc c'est pas si simple. Mais Le charbon a un problème de santé aussi. Parce
il envoie des particules très dangereuses pour le... Oui, non, puis en plus il fuit. Mais bon, ce qui est bien pour Israël ou autre, c'est que quand même, ça veut dire que vous allez vers un mix qui est solaire-gaz. Oui. Bon, et à ce moment-là, parce que le solaire, quand il y a la nuit, évidemment, c'est moins bien. mais vous avez le gaz qui vient en relais. Bien sûr. Et donc, nous, ça va être, en France, c'est nucléaire, solaire. Ça va être ça, le truc. Bon, et donc, votre gaz, vous allez surtout éviter de faire 100% de votre consommation d'électricité ou d'énergie en gaz, parce que justement, il faut accepter que le solaire soit le truc numéro 1 et le gaz en relais derrière. Oui, mais il y a une chose de particulier que les gens ne connaissent pas. Oui. C'est que l'État d'Israël est faible. Qu'est-ce que veut dire qu'il est faible? C'est-à-dire qu'il est extrêmement soumis, vulnérable à des pressions d'entreprises et des particuliers ou des organisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pression de l'opinion publique par les organisations, c'est d'aller vers le solaire. Et donc l'État a permis de faire toutes sortes d'opérations solaires qu'il ne voulait pas faire au départ. Parce que lui, sa politique au départ, passons au gaz. Ouais. Vous comprenez? Oui, mais c'est très bien. C'est très bien que la société pousse au solaire. Exactement, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Bon. La difficulté, si vous voulez, c'est que il y a une différence entre celui qui va gagner de l'argent en mettant du solaire et celui qui doit gérer le système national. Bien sûr. Et donc il faut quand même que chacun comprenne la position de l'autre. Oui. C'est très très... Moi je le vois bien en France. Parce que si vous avez beaucoup de solaire et que vous ne pouvez pas prévoir exactement quand, à quel moment, du coup le système est très difficile à gérer. Bien sûr. Mais par exemple... Mais ça, c'est l'une des particularités de l'organisation politico-sociale en Israël, qui est qu'ils ont eu la sagesse à un moment donné de passer des lois qui font qu'il est obligatoire dans tous les grands projets d'infrastructure, quels qu'ils soient, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle locale, d'avoir comme partie prenante dans l'organisation du projet les ONG écologiques. Elles sont de droit, elles font partie de l'organisme de planification. Très bien. Et pour éviter des Il problèmes... faut qu'elle soit sérieuse, c'est tout. Voilà, exactement. C'est Mais, vrai, c'est un problème. mais Vous avez par aussi ce des ONG biais-là, qui ne sont pas sérieuses du tout. Hein. Exactement. mais par ce biais-là, elles ont des subventions dans la mesure où elles sont justement sérieuses. C'est le moyen par lequel l'État peut réguler malgré tout quelque chose au niveau des ONG qui sont incontrôlables par ailleurs, puisqu'elles ont leur autonomie complète. Je vous donne un exemple, monsieur, qui est assez... Les ONG, de plus en plus, elles se soumettent à des audits, Oui, et ce n'est pas plus mal. Hein. Non, oui, au tout à contraire, fait. parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'opérations, Exactement. beaucoup d'ONG qui étaient en fait des manipulations, Oui, il y avait de d'escroqueries. Hein. Exactement. Alors écoutez, je vais raconter une histoire qui est intéressante, c'est que vous savez comment on essaye de pousser les particuliers à mettre des panneaux solaires, c'est qu'on leur permet de vendre l'électricité à la compagnie électrique à un prix intéressant. Et le système en Israël était fait sur l'idée que si l'investissement il y a un retour sur 5 ans, le prix était constaté, était défini pour cela. Et donc ceci a permis un développement. Mais la pression de l'opinion publique sur le solaire a fait qu'ils ont été obligés d'augmenter le prix et de ramener l'investissement sur 3 ans. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'État ne voulait pas faire. Je comprends, ça lui coûte cher. Ben oui. Mais c'est intéressant parce que si vous voulez, Ouais, c'est bien, c'est bien. ça veut dire qu'il y a une possibilité de chercher à mettre en route une pression d'organisation autre. Parce que l'État général, il regarde à 5 ans, ce sont des politiciens, ils doivent être élus. Ils ne cherchent pas à avoir une opinion. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. La politique, c'est un problème, bien sûr. Oui, c'était très limité. Ça ne me pousse pas à faire de... Bah, ça dépend où alors. Justement, moi, j'étais en Chine il y a 15 jours pour discuter de la Belt and Road Initiative, les routes de la soie. Alors c'était extrêmement marrant. Hein. Je discutais avec les Chinois et alors ils vous disent nous réussissons parce que nous avons la priorité numéro 1, c'est les infrastructures. Nous croyons beaucoup aux infrastructures, les routes, quoi, hein, grosso modo, les lignes électriques, tous ces machins-là.
Et la deuxième raison, c'est que nous avons le Parti communiste. Ce qui fait que nous ne changeons pas tous les 4 ans ou tous les 5 ans de dirigeant. Donc, c'est assez marrant, quoi. Oui, mais même aujourd'hui, la vie communiste est influencée par l'opinion publique. Ah oui, certainement. Non, mais, Hein, on n'est plus à l'époque où c'était... Bien sûr. Il se prenait pour Dieu le Père. bien sûr, mais il se prennent quand même toujours un peu pour le Dieu le Père. Non, bien sûr, mais ils font attention, bien il sûr. a pris un coup quand même. Oui, bien sûr. Non, puis en plus, il y a des problèmes de pollution extrêmement sévères ensuite. Oui, bien sûr. Il y a eu des gens qui ont été démis de leur fonction. Oui, bien sûr. Non, mais si vous voulez, c'était simplement le modèle de la gouvernance, ce sont les mêmes, quoi. Donc ils peuvent être sur 30 ans, quoi. Ils ont la même... Oui, mais aussi ils peuvent être arrêtés avec des conneries sur 30 ans aussi. Certainement, mais en général, Et c'est comme ça qu'ils craquent d'ailleurs, dans ces régimes-là. C'est que quand ils sont trop... Ils n'arrivent pas à s'adapter, bon ben... Oui, c'est ça. Bon, enfin bref. Mais simplement, c'était l'idée que c'était Attali qui disait ça. On a 2 chambres, la Chambre des députés et le Sénat, ou tout ce qu'on veut. Peut-être qu'on devrait avoir la Chambre des élus, députés pour 5 ans ou 6 ans ou 4 ans, et à côté de ça, une Chambre de long terme. La Chambre des générations futures, ou la Chambre de l'environnement, ou disons à horizon de 50 ans, quoi, ou de 20 à 50 ans. Et qu'ils soient élus. Ah, alors, ça c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué parce que... Génération future, il n'y a pas d'électeurs. Pardon de vous interrompre. Pour prendre la photo, il faudrait vraiment que je retire le... Ah donc, oui, mais de toute façon c'est bien parce que ça lui permet d'éviter de recevoir des coups. Je suis pas sûr. Et en plus, il est déclenché, donc ça va être... En plus, on a toutes sortes d'illustrations. Bon. Eh ben voilà, on aurait dû commencer par ça. Oui, on aurait commencé par ça. Ça vous aurait Je protégé. vais vous demander de me regarder. Alors, avec plaisir. Parfait. Avec les cadres derrière, c'est très bien. Merci beaucoup. Ouais, très bien. Bon, écoutez, il nous reste à vous remercier pour cette discussion très, très, très passionnante. Non, mais je vous en prie, mais vous n'en avez pas assez dit pour vous et sur les autres. Vous vous souvenez, il y avait un Américain qui parlait des wedges, Oui. des Oui. coins. Oui. Alors il disait, ben voilà, pour lutter contre le changement climatique, il faut prendre chaque coin séparément, avoir sa politique. Alors je me souviens plus quels étaient les coins, mais enfin il y avait l'agriculture, il y avait l'électricité, il y avait tout ça, quoi. Et c'était très bien pendant très longtemps, ça a inspiré beaucoup de gens. On dit, ben voilà, on va prendre des coins les uns après les autres. Mais c'est comme ça qu'il faut. Wedges. C'est-à-dire qu'on a pris le problème de la pénurie en eau, on a fait éviter le dessalement, on a pris le problème du désert, vous savez, on a quand même récupéré plus de quart du désert. Et c'est devenu maintenant des zones complètement Mais sans. regardez le problème du dessalement. Ouais. Donc ça marche très bien, ça coûte cher en énergie bien sûr. Nous avons un ingénieur français qui s'appelle Vernier. Vernier, c'est un type épatant parce qu'il a inventé la pompe à pied pour l'eau, il a inventé les éoliennes qui se couchent quand il y a des cyclones. Et là, il a fait des dessaleurs solaires, donc il marche au soleil, très bien. Donc c'est plus petit que les grosses Oui, bien barrages sûr, que là. oui, oui. C'est plus petit. Mais c'est quand même très intéressant. En revanche, il y a quand même des problèmes. D'abord, pour faire du dessalement, il faut que l'eau de mer soit propre. Enfin, il faut que l'endroit soit adapté. Alors, ils vont... Maintenant, on fait des trous sous le sable et tout. Enfin, c'est quand même pas évident. Non, c'est pas évident, mais Ensuite, on les cherche. Oui, puis il y a des horribles gens qui enlèvent tous les animaux marins qui viennent se coller là. Donc il faut mettre quand même des substances qui tuent des biocides, comme on dit. Ensuite, vous avez le problème de la saumure. Qu'est-ce qu'on fait de la saumure? Après, il faut la remettre, etc., etc. Et vous avez le golfe Persique qui commence à être très salé. Hein. Pas tout à fait comme la mer Morte, mais bientôt. Non, il est quand même un peu loin. Oui, mais enfin, Il y a un problème. il est plus salé que le reste, parce Oui, que tout à d'abord, il stagne un peu, les eaux stagnent un peu. Ensuite, ça s'évapore beaucoup. Alors, comme il y a je ne sais pas combien d'usines de dessalement, notamment parce que les Séoudiens, ils se servent de l'eau pour aller chercher du pétrole supplémentaire, donc ils pompent de l'eau de la mer, ils dessalent, à mon avis, pas trop, et puis ils envoient ça dans les nappes pour sortir le pétrole. Ça fait beaucoup de dessalement, tout ça. On cherche. Je voudrais juste poser une question. Monsieur Léon, vous êtes déjà allé en Israël? Vous êtes déjà Oui, je suis allé une fois. plusieurs fois? Non, une fois. Vous avez visité... Je me suis baladé un peu, oui, mais C'était je culturel? suis allé surtout aller voir les cultures le goutte à goutte, parce que j'avais un copain qui faisait le goutte à goutte, alors je trouvais vraiment bien ce qu'il faisait.
Donc je suis allé visiter Dans son un kibbutz, usine. à Moshal? Enfin, c'était Non, en... c'était son usine. Comment ça s'appelle? Netafim. Métafine. Mais Netafine. vous D'accord. savez, on a. Je connaissais Et vous êtes- le gars parce qu'il était au Global Compact donc, des Nations Unies, donc je le connaissais comme ça. Bien sûr. Et je m'entendais bien avec lui, il était très sympa. À propos du goutte à goutte, il y a une entreprise qui vient de sortir de nouveaux équipements de goutte à goutte pour adresser le marché des 85% des cultures dans le monde qui n'ont pas l'argent pour se payer les gouttes à goutte Eh actuelles. ben, c'est très bien. Donc, C'est quelle entreprise? je te donnerai le nom. C'est en- Une c'est concurrente de Oui, Netafine. oui, oui. C'est pas Rivulis, Mais ça? je voulais vous dire quelque chose qui est intéressant, je c'est qu'on peut crois pas que utiliser ce les soit. saumures Non, c'est pas Rivulis. pour cultiver Mais des je te dirai. Ah oui, oui, ça Et m'intéresse actuellement, Bien sûr. une des façons qu'on a, C'est un truc que j'ai découvert cette semaine. Ah, la ok. multiplication de la culture. On a des cultures très Il particulières. s'adapte Oui. un petit peu à l'eau tomate. Alors l'un des, Les tomates. moyens de Ouais, résoudre la question du sel est celui sur lequel travaillent les chercheurs actuellement au niveau du désert, qui sont d'utiliser des membranes très spécifiques Ouais. pour enlever ce qu'on trouve dans l'eau sur place, qui est mauvais, et de pouvoir garder tout ce qui est bon. Oui, mais qu'est-ce que vous faites de Et ce qui est ils mauvais font avec ça, c'est-à-dire que l'eau qui vient pour irriguer passe dans un cette tout membrane. petit système qui lui est alimenté par un panneau solaire en même temps pour D'accord, élever ouais, l'énergie. Donc il y a même le des système trucs, marche très bien. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils combinent les cultures, c'est-à-dire Ouais. une parcelle où il n'y a pas du tout de sel, une parcelle où c'est le sel normal, et une parcelle qui est Très sauvage. qui vit sur le sel, qui est très Halophile. halophile, exactement. Par exemple les betteraves. Je ne savais pas qu'elles étaient halophiles. Oui, mais attendez, vous avez vraiment autre chose. Et plus Il y a des espèces de tomates. plus l'eau est salée qu'on leur donne, et plus elles sont sucrées. Ouais. Ça, c'est Non, mais tordant. il y a une espèce de tomate qui a une capacité de rejeter le sel et d'être plus douce que les tomates normales. D'accord. Mais elles rejettent le sel. Alors, vous savez que le sel sort, il faut après le. Sacrément intelligente, la tomate. Hein. Parce que, vous savez, c'est une des lois de l'écologie. Voilà, exactement. Monsieur Barry Commoner, qui était, je crois, un communiste américain, je ne sais pas, il avait écrit 2 livres magnifiques dans les années 70. L'encerclement, je sais pas. Et il disait il y a des lois. Et une des lois de l'écologie, c'est tout va quelque part. Exact. Ah, mais c'est magnifique comme. C'est vraiment très bien. simple, quoi. C'est bien vu. Oui, tout va quelque part. Voilà, elle rejette le sel. Ouais, alors le sel va quelque part. Oui, c'est sûr, il faut récupérer. Hein. Oui, alors je ne sais pas, parce qu'il y en a beaucoup de sel. Notamment, c'est un problème de l'irrigation, c'est qu'on irrigue n'importe comment, on évapore, puis le sel reste. Ouais, donc c'est compliqué à gérer. Non, mais ça me fait penser à votre histoire que maintenant, pour être agriculteur, il faut être docteur en sciences. Quoi. Sans aucun doute. Et il faut pouvoir parler avec des scientifiques. Ouais. Parce que la recherche joue un rôle énorme. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est On n'est plus du tout à l'époque où l'agriculteur était Aujourd'hui, encore les- paysan. Exactement. Les Ouais. grandes entreprises, enfin les grands développements dans le domaine de l'agriculture, aujourd'hui, c'est le big data, c'est-à-dire la collecte de données dans le monde entier sur les mêmes types de cultures, de manière à pouvoir anticiper et prédire et On faire. puisse avoir les moyens d'utiliser ces datas. Car il n'y en avait pas assez de moyens de calcul dans le monde pour tout ça. Ça va venir. Maintenant, il y en a. Maintenant, il y en a de Pas plus en sûr plus. encore. Ça Bon, coûte cher, on ça. va vous remercier, monsieur Lalonde. Vous êtes très, très, très content de vous avoir reçu. C'est moi qui vous remercie.